en étions alors, au chapitre 7 du livre, disons, de la compilation de Roegen, La décroissance, chapitre 7, qui est intitulé La croissance de points, mythe, polémique et sophisme. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai extrait certains passages que je vais lire et puis ensuite on les commente s'il y a des choses à dire là-dessus. Alors, la croissance de points, mythe, polémique et sophisme. Alors, une grande confusion imprègne les vives controverses relatives à la croissance, tout simplement parce que ce terme est utilisé dans de multiples acceptions. Notamment, la confusion entre croissance et développement, sur laquelle Schumpeter, qui a été donc professeur de Roegen à Harvard, avait alerté les économistes. La confusion entre croissance et développement. Alors, il n'y a croissance que lorsque augmente la production par habitant de type de biens courants, ce qui implique naturellement, Roegen nous dit ça implique naturellement, aussi un épuisement croissant des ressources également accessibles. Le développement, par contre, lui, ça signifie en fait l'introduction des innovations technologiques. Donc la croissance, c'est augmentation des biens et des services. Il y a croissance, il y a augmentation d'une année sur l'autre de la quantité de biens et de services produits. Le développement, lui, mesure le nombre et la qualité et la spécificité des innovations technologiques. Alors, dans le passé, toujours Roegen, je cite, le développement a généralement induit la croissance et la croissance est advenue qu'en association avec le développement. Il en est résulté une singulière combinaison dialectique, également appelée croissance, mais à laquelle nous pourrions réserver une autre étiquette courante, qui est celle de croissance économique. Alors bon, les façons dont Greenwald traduit Roegen, c'est des fois un petit peu alambiqué, à laquelle nous pourrions réserver une autre étiquette, que nous pourrions appeler croissance économique. Les économistes en mesurent le niveau moyen avec le fameux PNB ou PIB, produit intérieur, produit national brut par habitant et un prix constant. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce passage? Bon, ça c'est extrêmement important, hein, la distinction entre croissance et développement. D'une part, pour définir, pour dire que ce n'est pas pareil, d'une part pour définir très précisément l'un et l'autre, parce que il y a justement confusion. Et on parle de développement très souvent, je dirais, dans le langage courant, mais qui peut être aussi le langage des journalistes à la télévision, le langage des hommes politiques lorsqu'ils s'expriment. Développement est employé à la place de croissance est employé à la place de développement. Donc, première confusion, disons sémantique, et puis une confusion dialectique. Roegen prend la peine d'utiliser le mot dialectique, c'est-à-dire que développement et croissance, même si, on est d'accord pour les gens, même si on arrive à faire dire à nos interlocuteurs qu'il y a une distinction entre développement et croissance, ils nous disent oui, mais de toute façon, ça va ensemble. Voilà. Et la corrélation ou la consubstantialité, alors consubstantialité et corrélation, c'est pas tout la même chose. Mais soit l'un, soit l'autre, de croissance et de développement n'est pas, pour Roegen, n'est pas évident. Bon, est-ce que ça c'est... Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ce que je vais dire n'est pas strictement économique, mais je pense que la confusion, y compris dialectique, repose sur l'ambiguïté du fait qu'on confond toujours développement et progrès. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a ce mythe de progrès de l'homme, de développement des savoirs, des connaissances, des techniques, des compétences humaines. Ça, en fait, on s'imagine que le développement est le signe extérieur du progrès.
Je pense que c'est parce qu'on s'inscrit sur cette flèche de progrès que, en fait, ça entérine ou ça aggrave la confusion qui, elle, s'installe au niveau strictement économique et physique entre l'augmentation de la croissance des biens et services par l'extraction des ressources, et on confond. Voilà, c'est parce qu'on a une vision très flatteuse du développement, qui est le signe du progrès humain, à travers des technologies, des savoirs qui augmentent, etc. Tout ça, ça fait une espèce de boucle qui s'accroît, en fait, qui se complexifie. Je ne sais pas si je suis claire. Ce n'est pas que de l'économie, c'est aussi le mythe de progrès qui nous anime, qui anime à peu près toutes les sociétés humaines. Voilà. Abdou, tu veux t'exprimer? Bon, je pense que c'est une chose très importante, c'est-à-dire essayer d'expliquer au grand public la différence entre la croissance et le développement. Je pense que c'est une confusion au niveau du grand public. Peut-être pour les journalistes, je ne sais pas, il y a encore la confusion, mais pour le grand public, bon, il faut expliquer que la décroissance, c'est en rapport avec la croissance. C'est-à-dire, l'objectif, c'est la décroissance, mais ça n'a pas un rapport direct avec le développement. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit expliquer au grand public. Parce qu'il y a encore cette confusion-là. On y vient après, là. Regarde pas. Alors, je voudrais revenir sur ce que tu dis. Claire, Clara, on ne sait plus maintenant, hein, attention. Hein, bon. Et toujours, ça n'a jamais été clair. Non, c'est jamais été clair. Hein, voilà, bon. Alors, donc, alors, ce qui va apporter de l'eau au moulin, ce qui va faire durer notre échange de façon beaucoup plus longue que prévu, peut-être, c'est que tu as introduit un autre mot, tu as entendu progrès. On n'a pas parlé de progrès, hein. On a parlé de croissance et de développement. Et toi, tu nous parles de progrès. Alors, bon, allons-y. Développement, croissance, progrès. Moi, je dirais que le développement, c'est une notion objective. La croissance, c'est une notion objective. Le progrès, c'est une notion subjective. Bon, alors déjà, il faut être d'accord avec ça ou pas d'accord. Pourquoi je dis ça? Bon, le développement, on va pouvoir le définir presque par une équation. Hein, c'est-à-dire, je vais mesurer le nombre, parce que si on prend la définition de Roegen, le nombre des innovations technologiques qu'il y a eu dans une période donnée, sur une année civile par exemple, hein, dans le monde, nombre des innovations technologiques, on va leur mettre un coefficient de pondération, on va pouvoir le mesurer. Bon. La croissance, c'est le PIB. Alors attention, lorsqu'on dit la croissance c'est le PIB, il faut évacuer tout de suite le débat. Oui, mais le PIB c'est pas un bon indice. On peut mesurer la croissance autrement. Bon, peut-être. Bon, c'est un autre débat. Mais on va dire que ce que nous appelons croissance et ce qu'on va mettre dans le mot croissance, c'est mesuré par le PIB. Bon, alors, je dirais que chaque fois que si on n'est pas d'accord avec ça, il faut en parler, qu'on se mette une fois pour toutes bien d'accord. Hein, voilà. Après, si on va parler d'une autre croissance, nous, on parle de la croissance oligocratique, croissanciste capitaliste, hein, qui s'appelle augmentation du PIB. Et ça, c'est objectif. C'est objectif, on mesure. Alors, le PIB, c'est diablement objectif, parce que lorsqu'on est chef d'entreprise d'une petite entreprise, qu'on soit coiffeur ou directeur de multinationale, chaque fin d'exercice, on dépose les comptes de l'entreprise avec le compte d'exploitation, le bilan, les annexes, etc., la liasse fiscale avec 42 pages. Et notamment, il y a le calcul de la valeur ajoutée. Calcul de la valeur ajoutée. On ne va pas faire un cours sur le PIB, mais la valeur ajoutée, c'est une notion comptable qui est extraite de chaque résultat d'entreprise. Voilà. Et la somme de toutes ces valeurs ajoutées, faites par l'INSEE, ça donne le PIB. Bien. Alors, donc, il n'y a pas de plus objectif que le PIB.
Le progrès. Alors le progrès, qu'est-ce que c'est? Je dirais mystère et boule de gomme. On peut même ajouter cacahuètes et chewing-gum si on veut. Le progrès, ça dépend de ce qu'on met dedans. Voilà. C'est-à-dire que ma définition du progrès, elle va être différente de la définition du progrès de mon voisin. Chacun met ce qu'il veut dedans, le progrès. Alors, on peut avoir une définition objective du progrès si on dit le progrès, c'est la croissance plus le développement. Je vais additionner mon résultat de croissance, je vais additionner mon résultat de développement, et si d'une année sur l'autre, j'ai mon indice qui augmente, ce sera du progrès. S'il diminue, ce sera du progrès négatif, puisque maintenant on dit des trucs négatifs, puisqu'on n'aime pas les mots anti. Bon. Bon, malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement, disons objectivement, il se trouve qu'en réalité, les gens mettent dans le mot progrès ce qu'ils veulent. Pourquoi pas? Tant mieux. Donc, progrès, pourquoi pas? Ça dépend ce qu'on met dedans. Voilà. Donc c'est parce qu'il y a une notion. Et c'est pour ça que Roegen n'en parle pratiquement jamais, ne parle jamais du progrès, parce que c'est une notion subjective, ou alors il faut définir très précisément ce qu'on met dans le progrès. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la notion de progrès. Progrès, c'est presque philosophique. Oui, oui, tout à fait. Mais par exemple, quand on parle du développement dans des textes, par exemple en sociologie, le taux de scolarisation est retenu, par exemple, comme critère de développement. On parle, moi je vois sans arrêt des textes, voilà. Donc c'était plutôt sur la notion de développement que de croissance que j'ai introduit le thème de progrès. Et je suis d'accord avec le fait que c'est une notion beaucoup plus floue, bien sûr, et qu'il y a des critères aussi. Et sociologiquement, par exemple, le taux d'alphabétisation, la scolarisation des filles, des femmes, l'employabilité des femmes, ça fait partie des critères de développement qu'on retrouve dans les textes, je sais pas, de l'OMS ou niveau de santé, voilà. Mais tout ça est tendu par cette idée que le développement, comment dirais-je, le développement est temporellement inscrit sur une flèche de progrès. C'est ça que je voulais dire essentiellement. C'est pas, je dis pas que c'est bien, je dis que c'est une, c'est sur le, voilà, je l'ai si souvent vu dans des textes que je voulais juste dire ça, mais c'était pas pour compliquer les choses. Non, mais les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées parce que bon, je pense que personne n'a du développement une image négative. Quand on parle de développement, quand c'est un développement, enfin, quand on veut parler d'un développement délétère, en général, on prend bien soin d'expliquer pourquoi. Spontanément, quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est que du développement, il va vous dire bah, c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que derrière, il y a cette espèce d'arrière-plan que le progrès en soi, c'est une marche en avant et que ça, c'est bien. La marche en avant, c'est mieux que le fait de partir en arrière. Ce sont des prérequis sémantiques. Alors, je ne sais pas si Abdou est d'accord, hein, mais voilà, en tout cas, dans nos textes politiques en France, vous entendez parler de ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il faut définir les mots qu'on emploie. Il faut définir les mots. Si chacun emploie le mot développement en y mettant certaines choses dedans et puis celui d'à côté met autre chose, bon, c'est sûr qu'on on peut pas discuter, on peut pas débattre. C'est une question de définition. Qu'est-ce qu'on met dans le mot? Qu'est-ce qu'on met dans le mot développement? Qu'est-ce qu'on met dans le mot croissance? Qu'est-ce qu'on met dans le mot progrès? Et pour qu'on puisse débattre, il faut que les gens soient d'accord sur les définitions, ou alors soient d'accord, enfin, disons, clarifient bien les distinguos qu'ils font. Le texte de Roegen, et donc ce qu'on fait à partir de Roegen, c'est qu'on fait de l'économie. On fait de l'économie, on parle
économie. Alors, il faut savoir, le moment où on est dans un raisonnement économique et le moment où on sort du raisonnement économique pour aller vers un raisonnement philosophique. Bon, le raisonnement économique, c'est de dire le développement se mesure avec des choses extrêmement objectives qui sont les innovations technologiques. La croissance se mesure avec des choses extrêmement objectives, c'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises d'un pays, c'est-à-dire le nombre de biens et de services produits. Voilà. Bon. Si, alors, si par exemple, tu dis le développement, par exemple, l'OMS, elle dit que c'est le taux d'alphabétisation, par exemple. Bon, ça entre dans le cadre du développement. Voilà, on sort de la définition strictement économique. Tout en restant d'ailleurs dans quelque chose d'objectif, parce qu'on va pouvoir mesurer le taux d'alphabétisation. Alors la question, c'est de savoir, bon, est-ce qu'on met ça dans le développement? Bon. D'un point de vue économique, non. C'est pareil pour la croissance. Hein. Lorsqu'on dit la croissance, on va mesurer par exemple le nombre de cas de dépression nerveuse dans un pays. Moins il y a de cas de dépression nerveuse, voilà, ça veut dire que si les cas de dépression nerveuse augmentent, c'est une croissance négative. La croissance, ça veut dire qu'on est de plus en plus heureux. Bon, voilà. Alors, c'est là aussi une grande confusion dans le débat. Là, il y a une grande confusion dans les débats, c'est que lorsque on parle de croissance ou de décroissance, hein, qu'on dit, mais voilà, il y a une croissance qui se mesure par l'augmentation du PIB, où il y a une diminution du PIB, donc il y a une croissance négative, et on nous objecte, oui, mais vous mesurez mal la croissance, il faut prendre le taux de bonheur. Et ce taux de bonheur étant subjectif, je vais quand même pouvoir le mesurer avec des indicateurs qui sont des indicateurs de santé ou des choses comme ça. Donc, il faut savoir, il y a une confusion là du débat extrêmement importante. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Claire, je sais pas ce que tu en pensais, Abdou. Ce que tu en penses, Abdou, par rapport à ça? Bon, je ne maîtrise pas très bien, mais Ouais. je pense qu'il y a plus un rapport entre développement et progrès. Moi, je pensais que si on parle de l'alphabétisation ou bien de la scolarisation peut-être des filles, nous, on dit qu'il y a un progrès. Si c'était peut-être 35% et qu'on en arrivait à peut-être 65%, on dit que c'est un progrès. Nous, on a tendance à voir le développement comme quelque chose qui a un rapport avec le matériel, ce qu'on peut utiliser pour augmenter le niveau de vie de la personne. Mais progrès, c'est un peu subjectif. Je ne maîtrise pas beaucoup, mais je pense qu'il n'y a pas une grande différence. Développement et progrès. Claire, tu veux... Voilà. Vous avez raison tous les deux de souligner le fait qu'il y a, en fait, je pense qu'il faut préciser par un adjectif ou par exemple développement économique, il faut le préciser, parce que beaucoup de gens vont penser effectivement que bien qu'on soit dans un débat de nature économique, il faut préciser qu'on reste dans ce débat de nature économique. Oui. Ce sont des descriptions très précises, voilà, parce que dans l'ordre du politique, on fait un passage sans arrêt d'une référence effectivement objective à des notions de qualification de nature, même si c'est subjectif, c'est collectif, mais bon, c'est des évaluations, c'est mieux de faire du développement que de ne pas en faire. Spontanément, le fait de choisir le mot croissance est un mot positif dans la langue française, par exemple. C'est pas... On aurait pu prendre le mot accumulation, on aurait pu prendre le mot, je ne sais pas,
voilà. Et même, on aurait pu prendre n'importe quel autre mot. On a pris le mot croissance qui a une connotation positive. C'est ça que je voulais souligner simplement. Donc, mais je suis d'accord avec toi, Christian, et aussi avec Abdou. Si on reste dans le champ économique, il faut bien le préciser, parce que spontanément, les gens font des assimilations sémantiques. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que bon, là, on fait un travail économique, on étudie la croissance telle que on parle de la croissance telle que l'on définit les maîtres du pouvoir actuellement. Bon, euh, si on dit, oui, mais la croissance, il faut la mesurer autrement. Bon, c'est un autre débat, c'est ça que je veux dire. Euh, le travail qu'on fait là sur la décroissance inéluctable, c'est pour dire, avec votre mode de calcul à vous, avec votre croissance à vous, avec votre développement à vous, vous allez voir qu'il y a un problème. Bon. Si on dit, mais de toute façon, la croissance, il faut la mesurer autrement, il faut avoir une autre société qui ne mesure pas les biens et les services, mais qui mesure le bonheur ou le taux de diminution du taux de gens en mauvaise santé, bon, on parle d'autre chose. Bon. Je suis tout à fait Et d'accord. le problème, c'est que le débat sur la décroissance est toujours pollué par ça, c'est-à-dire euh, par cette confusion des gens. Il y a un moment, on ne sait plus de quoi on parle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Voilà, alors. Mais par exemple, les ventes d'armes font partie du calcul du PIB. Les ventes d'armes. Oui. Voilà, donc c'est juste oui. Ce que je veux dire. Donc le fait de parler de croissance en intégrant des ventes d'armes, oui. On voit bien qu'il y a des présupposés derrière, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est voilà. Pas une question. Mais bien sûr que si on reste dans le champ économique, on reste dans le champ économique, mais la science économique n'est pas... alors pour l'instant... Là, c'est présupposé sémantique, elle aussi. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est même pas de question de présupposer. Le travail que nous faisons là aujourd'hui, après on peut en faire un autre... le travail que nous faisons aujourd'hui n'est pas là pour juger de la qualité de la croissance. On peut faire ce travail, et on peut dire ce mode de croissance, il n'est pas bon pour l'humanité, etc., etc. Bon. Le travail que nous faisons, et que fait Roegen, c'est on prend la croissance avec les indicateurs. Disons qu'on prend les maîtres du pouvoir à leur propre jeu. Nous prenons vos indicateurs et nous vous démontrons que ça ne marche pas. Le débat qui conteste la croissance parce que la croissance c'est pas bien, cette croissance-là n'est pas bien, il faut un autre type de croissance, c'est un autre débat qui peut être parallèle, bien entendu. C'est un débat différent. Les deux pouvant s'ajouter, bien entendu. Ah, bon. Alors, je continue par Roegen. La croissance économique, il convient de le souligner, est un état dynamique. Alors, il fait une comparaison analogue à celui d'une automobile prenant un virage. Il est impossible pour une telle automobile de se trouver sur une trajectoire à un moment donné et sur une autre à un moment suivant. Elle a une trajectoire, elle n'en a pas deux. D'ailleurs, où il veut en venir. L'enseignement de l'économie dominante, selon lequel la croissance économique dépend seulement de la décision prise à un moment donné de consommer une proportion plus ou moins grande de la production. Alors là, il cite Beckerman et Solow, toujours il cite très souvent Solow. Eh bien, cet enseignement est en grande partie non fondé. Il n'est pas vrai que tous les facteurs de production puissent être directement utilisés en tant que biens de consommation. Alors là, moi je pense que c'est mal traduit. C'est, disons, tous les biens produits
ne sont pas forcément, moi je traduirais, tous les biens produits ne sont pas forcément utilisés tout de suite en biens de consommation. Ce n'est qu'en dans une société agraire primitive, n'employant pas d'équipement en capital, que la décision d'économiser du blé sur la moisson en cours se traduirait par un accroissement de la récolte moyenne de l'année à venir. Et la dernière phrase est très importante, les autres économies croissent maintenant parce qu'elles ont cru hier, et elles croîtront demain parce qu'elles croissent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que là c'est bon, ça c'est très important parce que ça contredit, disons, l'efficacité de la décroissance volontaire. Est-ce que ça vous apparaît? Alors, moi, je lis là-dedans que ça ne... Bon, que c'est pas parce que les gens vont décider de consommer moins de ceci, moins de cela, que ça va arrêter la croissance. Voilà ce qu'il dit. Que la croissance est une machine qui ne s'arrête pas. Et que si les biens ne trouvent pas preneur ici, ils trouveront preneur là, où ils seront jetés, ils seront enfouis, l'État paiera pour qu'on les enfouisse, mais la croissance continuera parce que c'est le moteur de l'économie. Et donc, la conclusion, c'est que la croissance ne peut s'arrêter que par les éléments constitutifs de la croissance même. Ça, c'est extrêmement important. Là on est au nœud de la question. Donc ça, disons, ça réduit à néant les chimères ou les mythes des petits cercles restreints dans quelques pays, de gens qui disent c'est parce que nous autres petits groupes nous allons consommer moins que la croissance qu'on va pouvoir arrêter la croissance avec des groupes de gens qui vont consommer moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, ça me va très bien. C'est une notion, c'est une façon de décrire la croissance comme le mot de moteur, c'est à la fois le moteur et l'expressivité de l'économie, l'expression de l'économie. Donc, ça me va très bien. Je trouve ça tout à fait... Et on ne peut pas arrêter la croissance. Oui. On ne peut pas l'arrêter. Ok? Je ne pense pas non plus. Voilà, on ne peut pas l'arrêter. Je ne pense pas qu'il là, on est au cœur de... Elle s'arrêtera. Elle s'arrêtera parce que c'est écrit dans son équation qu'il y a un moment où elle s'arrête. Ouais. Alors, les racines, il continue, les racines de la croissance économique plongent. Alors là, bon, là, on attaque le sujet. Les racines de la croissance économique plongent profondément dans la nature humaine. C'est en raison des instincts d'artisanat et de curiosité gratuite de l'homme. Alors, il dit notamment décrit par Veblen. C'est Veblen très intéressant à lire. Bon, il a beaucoup écrit là-dessus. Bref. Qu'une innovation en suscite une autre. Ce qui constitue le développement. Voilà. L'homme est curieux, il invente des trucs. Voilà. Développement. Alors, certes, le développement n'est pas une caractéristique inévitable de l'histoire. Il dépend de plusieurs facteurs, ainsi d'ailleurs que d'accidents. C'est intéressant de dire que le développement, le fromage, c'est un accident. C'est la laitière qui a laissé son lait, elle avait oublié de le rentrer tout de suite, elle l'a laissé la nuit, le matin il est tourné, vous avez fait du fromage. C'est un accident. Beaucoup d'innovations technologiques naissent d'un accident. C'est incroyablement vrai. Ce qui explique que le passé de l'homme consiste principalement en longues séquences d'états quasi stationnaires et que l'ère d'effervescence actuelle ne soit qu'une toute petite exception. C'est ce que j'appelle moi la grande parenthèse historique. Disons de 2 siècles et demi à tout casser. Voilà. Qu'est-ce que ça vous ça vous inspire, ça? Alors, d'abord, de dire que la croissance économique plonge profondément dans la nature humaine. Alors ça, bon, il y a énormément
de gens, des gens que je connais bien, qui disent le contraire, qui soutiennent le contraire, hein, qui soutiennent que l'innovation, la croissance, c'est pas du tout la nature humaine, hein, que c'était imposé, c'est imposé par le capitalisme, et que l'homme, bon, il a pas du tout envie de progresser, enfin voilà, bon. Donc là, on a quelque chose d'extrêmement important, parce que soit, effectivement, la nature humaine, et énormément de gens, Veblen, mais pas que lui, ont écrit là-dessus, sociologie, l'homme est porté vers l'innovation, vers le développement, hein, et puis d'autres qui disent que c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous en pensez là? Je pense que là, tout dépend de la définition dans laquelle on reste de l'économie. Parce que ce qu'est en train de dire Hogan, c'est que ce que lui, il appelle l'économie, c'est en fait l'économie croissanciste. C'est ça qu'il appelle l'économie. Or, il y a eu autrefois, par exemple, au moment de l'invention de la roue, au moment des premières cités du croissant fertile, en Égypte, il y a eu des développements et des inventions technologiques et déjà vraiment des embryons d'économie, mais ce n'est pas du tout l'économie telle que l'a décrit Roegen. Donc il faut qu'on s'entende sur ce qu'il appelle l'économie, lui. Et ce que lui, dans ce texte, il appelle économie, c'est cette sorte de marche en avant, de développement de biens et de services par l'extraction et l'utilisation des ressources. Et tout le jeu des rouages économiques, PIB, etc., c'est une vision de l'économie qui est très, très contemporaine et très moderne. Il y a peut-être une autre vision de l'économie, je dirais plus ancienne, et c'était quand même on parle quand même aussi d'économie. Du temps des Romains, du temps de... Chaque société s'organise autour de rapports économiques. C'est pour ça qu'il faut préciser de quelle économie il s'agit. Non mais là, les racines, hein, bon, c'est en raison des instincts d'artisanat et de curiosité. Et là, je pense qu'il fait une confusion. C'est qu'il quand il parle des racines, il parle d'une chose qui n'est pas forcément la source de l'économie contemporaine. Ce sont deux choses différentes pour moi. Je veux bien entendre sa démonstration, mais l'artisanat et l'agriculture d'avant la période 1400 pour l'Occident, ça n'était pas l'économie telle que l'a décrit là Roegen. C'était pas du tout ça. C'était autre chose. On puisait dans des ressources, mais ça n'était pas les rouages économiques. La notion de PIB, d'abord, n'existait pas. Voilà. Donc là, je pense que lui, il passe d'un concept d'économie à un autre. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais je trouve que c'est pas... Il fait une inférence qui me paraît abusive, là pour moi. Mais voilà, c'est mon point de vue. Je laisse Abdou dire ce qu'il en pense. Tu en penses, Abdou? Bon, je ne suis pas historien, mais je pense que c'est un peu logique par rapport à la vie de l'homme aujourd'hui. Peut-être c'est les effets du capitalisme qui nous a habitués à peut-être toujours il y a des découvertes, il y a aussi des moyens qui nous permettent de rehausser notre niveau de vie. Peut-être ce qui s'accompagne à une exploitation un peu abusive des ressources naturelles. Mais en quelque sorte, l'homme est peut-être, je ne sais pas, toujours dans cette soif d'augmenter son niveau de vie et tout ça. Peut-être c'est quelque chose qui l'encourage à pousser la croissance parce que ça lui permet de s'acquérir de nouveaux moyens, peut-être qui lui facilitent la vie. Peut-être. Pour les agriculteurs, il y a de nouveaux moyens qui leur permettent d'économiser leur effort physique. Tout est fait par la nouvelle technologie et tout ça.
On a espoir qu'il y a toujours la science qui vient nous sauver par de nouveaux moyens. C'est le développement qui est à la base de la croissance. Je pense que je ne suis pas très d'accord, mais avec le capitalisme là, ça a pu transformer l'homme en une personne peut-être qui est toujours dans cette quête de rehausser son niveau de vie, quoi. En quelque sorte. Elle est là la vraie question, effectivement. Elle est là la vraie question. Est-ce que le développement, l'innovation, l'augmentation de la production, le toujours plus, est-ce que c'est dans la nature humaine ou non? Voilà. Là, il y a un clivage. Il y a un clivage idéologique entre différentes personnes. Alors, pour l'instant, on n'est pas à juger si la croissance, c'est bien. On va aux racines. On dit pourquoi. Pourquoi il y a la croissance? Parmi les questions qu'on a se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce que quels ont été les moteurs? Bon. Et Roegen nous dit, et Veblen et d'autres nous disent, mais ça c'est chevillé. Hein, c'est dans la nature, c'est profondément dans la nature humaine. La nature humaine. Bon. C'est-à-dire que l'homme, il est comme ça. Bon. Oui, alors, la question. mais il y a eu des siècles où la nature humaine était la même et ça ne se passait pas comme ça. On sait très bien dater du 14e, 15e siècle, le bascule qui s'est fait à partir du moment où c'est vraiment autour de l'inflation monétaire que les choses ont basculé. Enfin, en tout cas, beaucoup d'historiens, tous ceux que je lis, datent. Voilà, mais avant, on parle aussi d'économie. Avant, il y avait des économies, mais c'était pas du tout. Alors que la nature humaine, elle n'était pas différente au Xe siècle, au IXe siècle. C'est ça qu'il faut dire. Bien sûr que c'est vrai qu'il y a de la nature humaine. C'est vrai qu'on faisait déjà des découvertes, c'est vrai que voilà, et qu'on faisait des innovations technologiques, mais le bascule de ce qui a donné l'économie telle qu'on l'a définie aujourd'hui, ça a basculé en Occident autour du XIVe siècle, à partir du 15e, on va dire, 14-15e, c'est daté. Voilà, ça s'est peut-être appuyé sur des fonds de la nature humaine, mais enfin, pour moi, je pense que c'est une assimilation qui est un petit peu abusive. Voilà, mais ça n'est que mon point de vue. Alors, l'assimilation, qu'est-ce qui est abusif? L'assimilation de quoi? Je pense que dire que ça s'appuie sur des fondamentaux de la nature humaine n'est pas une explication. Pour moi, ce n'est pas une explication suffisante, puisque ça a été différent ailleurs et avant. Voilà, donc il faut bien dire de quoi on parle. L'économie dont lui parle, c'est une économie de type capitalistique, avec une façon de calculer la plus-value, une façon de sortir du système jeu à somme nulle. Enfin, on connaît bien les rouages de tout ce qui s'est mis en place autour du XVe siècle, autour des expansions dans le Nouveau Monde, etc. La création des banques, ce sont des institutions qui sont datées dans le temps. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même... Enfin, c'est l'analyse historique que je retiens, mais on peut très bien définir ça autrement. Je pense que son assimilation est un peu courte. Voilà. Attends, je crois qu'on mélange plusieurs choses là. On ne parle pas d'économie, là, on parle pas d'économie, on parle de moteur du développement. Bon, l'économie, alors, le débat, savoir, tu parles de bascule au 14e ou 15e siècle, le débat de savoir comment l'économie capitaliste est arrivée, bon, ça c'est bon, c'est un autre débat qu'on peut avoir. Bon. Là, ce dont on parle, c'est le développement, c'est-à-dire l'accumulation des innovations depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui. Le fait que, depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, on ait inventé la roue, puis la voiture, puis la fusée, et puis qu'on ait fait des chars à bœufs, et puis ensuite des voitures, et puis ensuite des fusées. Hein, bon. Ça, pourquoi? Pourquoi on a fait ça? C'est ça la question. Hein, bon.
Quel est le moteur? Quel est le moteur qui fait que l'homme a... Certains hommes à certaines époques, dans certains endroits, Christian, on peut pas. Enfin, moi, c'est pour ça. Personnellement, je peux pas adhérer. Je peux pas adhérer à ça. Il y a des tas de sociétés où l'instinct d'agriculture, on peut pas en parler. Ça n'a pas de sens. Enfin bon. On ne peut pas rayer d'un trait de plume des siècles d'expériences humaines fondées sur d'autres idées de développement. C'était aussi du développement humain, mais c'était un autre type de développement. Lesquels? Quel autre type de développement? Eh bien, un développement de savoir ésotérique, un développement de... voilà, il y a des tas de cultures qui n'ont pas une appétence pour la fusée et la voiture, et on ne peut pas les rayer d'un trait de plume. Elles sont incroyablement minoritaires. Oui, mais enfin, alors on leur dénie d'avoir une nature humaine à ce moment-là. Alors, voilà le débat. Bon. Bah oui. Voilà le débat. On a 99% de l'humanité qui veut une fusée et 1% qui n'en veut pas. Actuellement, mais on ne peut pas, à l'époque égyptienne, à l'époque des Romains, à l'époque du schisme Occident-Orient, les problématiques avaient d'autres moteurs et d'autres axes qui étaient beaucoup plus religieux, beaucoup plus, voilà, c'était d'autres manières de concevoir des développements et des relations. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas qu'il dise ce qu'il dit, mais on ne peut pas résumer ça en disant que c'est la nature humaine. C'est vrai à certains moments et à certains endroits, dans une certaine histoire. Encore une fois, dans une certaine ontologie, on revient toujours à ça. Il se place dans le cadre d'une certaine ontologie. Mais ce n'est pas véridique dans toutes les ontologies. Il faut le dire, parce que ça ne me dérange pas qu'ils le disent, mais il faut dire d'où il parle. Il dit... Je ne voudrais pas tout contester, mais je suis d'accord avec Rogan pour la société occidentale qui a basculé effectivement à un certain moment et qui a adopté une certaine... Mais d'ailleurs, ça ne s'est pas fait tout de suite. Hein. La notion, l'économie, ce qu'on a su de l'économie, ce qu'on pensait de l'économie dans la société occidentale, ça a mis des siècles à s'instaurer. Ça ne s'est pas fait comme ça. À l'époque de saint Thomas, on parlait d'économie très différemment. Saint Thomas d'Aquin, je l'ai dit dans mon livre, c'était une autre façon de concevoir les rapports monétaires, financiers et de développement, et une autre façon, voilà. Et le développement et l'artisanat s'inscrivaient dans une autre logique. On ne peut pas rayer ça d'un trait de plume. C'est tout ce que je veux dire. Oui, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. On ne fait pas une histoire de l'économie, là. On fait l'histoire on voit s'il y a dans la nature humaine une volonté de développement ou pas. Bon. L'économie et les marqueurs de l'économie, changement d'économie, il y a des paliers, choses comme ça. D'ailleurs, Rogan dit, le développement n'est pas une caractéristique inévitable de l'histoire, il dépend de plusieurs facteurs, il parle d'accidents, ce qui explique que le passé de l'homme consiste principalement en de longues séquences d'états quasi stationnaires, le Moyen-Âge par exemple, et puis des phases d'effervescence, voilà. Bon, donc on est tous d'accord, pour dire qu'il y a des paliers dans la modification. Prenons un marqueur, prenons 3 marqueurs. On va prendre le PIB, qui est la quantité de biens et services produits. On va prendre le deuxième marqueur, qui est la prédation des ressources naturelles, c'est-à-dire la façon dont les sociétés vont utiliser des ressources naturelles finies de l'écorce terrestre. Et puis on prend un troisième marqueur, qui est la démographie, c'est-à-dire l'évolution de la fécondité de l'Homo sapiens. Bon, on a des différences. Bon, et il y a une période d'effervescence, effectivement, depuis donc un siècle et demi, avec une accélération de ces 3 marqueurs. Mais la question qu'on se pose, c'est chaque fois qu'il y a eu
chaque fois qu'il y a eu une accélération, chaque fois qu'il y a eu une série d'innovations et donc une augmentation des biens et des services produits, hein, quel a été le moteur? C'est ça qu'on se pose comme question. Bon. Roegen et d'autres, et disons, toute une catégorie de penseurs dont je fais partie, disent qu'il y a dans la nature humaine ce qu'on appelle l'instinct d'artisanat et la curiosité gratuite. Curiosité gratuite, ça veut dire que même sans qu'il y ait à la clé un gain financier ou un gain de notoriété ou un gain quelconque, hein, l'homme est porté vers l'innovation. Bon. Est-ce que oui ou non c'est vrai ou c'est faux ça? Alors, bon, moi je vais parler de mon expérience personnelle. Hein. Bon, j'ai travaillé essentiellement dans la production. Travaillé dans l'agriculture. Je ne suis pas du tout un universitaire et un prof de philo. Voilà. Bon. J'ai travaillé de mes mains ou avec des gens qui travaillaient de leurs mains. J'ai pu constater que tout individu qui se trouvait devant une tâche à effectuer avait instinctivement le don ou l'envie d'améliorer la façon dont il allait exécuter cette tâche, ce qui veut dire s'économiser de la fatigue pour réaliser cette tâche et pour obtenir un résultat supérieur, c'est-à-dire faire moins d'efforts pour avoir plus de résultats. Et que pour faire moins d'efforts et avoir plus de résultats, ça nécessite de trouver des astuces. Bon, et c'est ça qu'on appelle l'artisanat, la capacité humaine d'inventer des choses pour... Bon, et cette chose-là, ça existe ou ça n'existe pas? Bon, moi je dis que ça existe. Moi je dis que non seulement ça existe, mais que c'est d'ailleurs l'une des composantes essentielles de la nature humaine, et ce qui fait d'ailleurs cette différence essentielle avec l'animal. Hein? Bon, quelques animaux sont capables de concevoir des outils pour s'améliorer leur vie de tous les jours, mais très peu, et aucun à l'envergure, au niveau de ce que l'homme est capable de faire. Et que c'est cette capacité, justement, d'innovation qui amène l'homme à fabriquer de la croissance avec des états intermédiaires. Bon, le débat il est là. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ça? Est-ce que ces périodes à escalier de croissance qu'on a observé, le néolithique, et puis ensuite les Égyptiens, hein, et puis l'Empire romain, et puis le siècle des Lumières, et puis ensuite 1850 et là, boum, c'est l'asymptote. Est-ce que ça, c'est dû? Alors, ceux qui disent que c'est pas dans la nature humaine disent il y a une caste qui a pris le pouvoir en 1850, on caricature, hein, qui a pris le pouvoir en 1850 et puis qui a obligé les gens à croître, qui a imposé les innovations, D'ailleurs, ils nous disent qu'il y a des résistances, il y a des résistances à l'innovation, et c'est vrai d'ailleurs. C'est vrai d'ailleurs, on a constaté, pas seulement uniquement à l'époque des ouvriers ludites hein, qui allaient casser, mais lorsque les ludites allaient casser les machines des industriels, c'est pas tellement qu'ils s'opposaient, alors bon, ça c'est mon interprétation, pas que moi, qui s'opposaient au progrès en tant que tel, à l'innovation technique, mais ils s'opposaient au fait qu'il y a des industries qui, prenons par exemple les tisserands, hein, qui tissaient avec leur métier à tisser, hein, comme les Indiens quechua dans les Andes, et puis à côté, arrivent des usines avec des métiers à tisser, avec les peignes qui battent comme ça, pendant une cadence très, très importante à la minute. Et c'est pas tellement contre l'idée
de cette façon de tisser à grande vitesse qui se sont battus les Ludites ou les autres, c'est parce que ces industries prenaient leur travail. Ces industries ont procédé à la ruine, ont généré la ruine des artisans qui en fait se sont paupérisés et qui sont rentrés comme ouvriers salariés dans les usines. Donc, je dirais que ces résistances à l'innovation, ces résistances aux améliorations techniques que nous citent en exemple les gens qui disent que c'est pas vrai, il n'y a pas dans la nature humaine la volonté du toujours plus, se trompent. Bon, alors, bon, c'est un débat, mais ce que dit Rogan, il dit très clairement, avec d'autres, que l'homme, il a chevillé à lui au corps le besoin de... Alors maintenant, on va nous dire, il y a des sociétés de non-progrès, hein, mais bon, c'est extrêmement minoritaire. C'est la question. Je- Abdou. Moi, je pense que c'est la nature de l'homme. C'est ce que je pense. Même si au fil du temps, il y a une entité peut-être européenne qui a commencé à peut-être faire des découvertes, créer des usines, et cela a incité un engouement chez les autres, quoi. Cela les a poussés à adopter ce système. Mais à l'origine, ce sont des hommes quand même. Et comme tu l'as dit, ce qui encourage, c'est la capacité. Et ce qui fait la différence entre l'homme et peut-être les autres animaux. L'homme a la capacité peut-être d'innover, de changer et d'améliorer son niveau de vie. Donc pourquoi pas se pousser vers ses limites, peut-être ses limites intellectuelles, ce qui sera en rapport avec les limites peut-être de ce que l'environnement peut lui donner, comme en termes de ressources et tout ça. Donc, je pense que c'est la nature de l'homme d'aller chercher la croissance, d'aller chercher la facilité, et ça peut, euh, c'est quelque chose qu'il a en lui-même. C'est quelque chose qui est dans lui, c'est-à-dire sa capacité à innover, à voir quelque chose et à en voir autre chose, quoi. Moi, je pense que, comme Rügen l'a dit, c'est de la nature de l'homme. L'homme est naturellement comme ça, c'est dans cette recherche de croissance, d'améliorer son travail. Comme tu l'as dit récemment, puisque tu travailles dans, si je peux vous tutoyer, Bah, comme vous travaillez dans on se l'agriculture, tutoie. oui, comme vous travaillez dans l'agriculture, donc il y a cette envie de trouver des moyens qui vous facilitent le travail pour économiser peut-être vos efforts physiques et tout ça. Donc, moi, je pense que l'homme est naturellement comme ça. Et même s'il y a une entité qui a commencé par le fait, cette entité, c'est une entité de personnes. C'est ce que je pense. Claire, est-ce que tu veux t'exprimer ou bien on continue de toute façon, on aura J'ai dit ce que j'avais à dire. ça va revenir sur le. Alors, alors ensuite, J'ai rien de plus à dire que tout à l'heure. d'accord. Alors, toutefois, au niveau purement logique, il n'y a nul lien nécessaire entre développement et croissance. On pourrait concevoir le développement sans la croissance. Alors, je lis ce qu'il dit, mais après, mais c'est intéressant de dire un mot là-dessus. C'est faute d'avoir systématiquement observé les distinctions précédentes que les défenseurs de l'environnement ont pu être accusés d'être des adversaires du développement. En fait, la véritable défense de l'environnement doit être centrée sur le taux global d'épuisement des ressources. Si la controverse est finalement nouée autour de cet indicateur, le PIB, c'est seulement parce que, par le passé, la croissance économique s'est traduite non seulement par une augmentation du taux d'épuisement, mais encore par un accroissement de la consommation de ressources par l'habitant. Il n'en est résulté que le vrai problème a été enterré sous un monceau de sophismes du type de ceux que nous avons rapportés dans la section précédente. Il termine en disant: la croissance pure ne peut excéder une certaine limite, quoique indéterminable, sans un accroissement de ce taux, donc de prédation, à moins qu'il y ait une baisse substantielle de la population. Alors, il n'y a nul lien
obligatoire entre développement et croissance. On peut concevoir le développement sans la croissance. Toujours avec les définitions de l'économie, toujours avec les définitions de ceux qui nous gouvernent. Hein. On travaille avec les outils officiels. Je ne vois pas très bien comment il peut y avoir croissance et des innovations technologiques sans prédation des ressources. Je ne vois pas. Bon, je veux bien écouter son raisonnement, mais personnellement, je ne vois pas très bien qu'est-ce que c'est que ce développement technologique qui ne s'appuie pas sur, qui en tout cas, à minima, ça entretient un certain niveau de prédation de ressources. Peut-être que ça ne l'accroît pas, mais ça continue à surfer sur des matières premières. Je ne vois pas, sauf à parler, par exemple, de, je ne sais pas, de la ressource, de l'énergie solaire, une technologie qui ne serait pas prédatrice de ressources fossiles, mais qui reposerait complètement sur une énergie 100% renouvelable, bah, ça pourrait effectivement être du développement. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Alors il dit au niveau purement logique, hein, il faut tout lire, hein, au niveau purement logique, il n'y a pas de lien entre développement et croissance, c'est qu'on peut... Alors le développement, les innovations technologiques, c'est pas forcément de l'informatique. Hein. Une bêche, c'est de la technologie. Hein. Oui. Un marteau. Oui, mais enfin, la bêche, elle continuera à être faite avec de l'acier, oui. Du bois, de l'acier, etc. Donc, à moins oui. de faire une bêche, une houe en bois qui, elle, est faite vraiment en matériaux totalement renouvelables, ça a été une innovation technologique quand on a inventé la houe, c'est une évidence. Hein, ça a été un très très grand moment, l'invention de la houe. Ça a passé très lointain. Le fait de penser à quelque chose qui était courbé comme ça, c'est pas du tout, ça va pas de soi, et c'était sur le plan conceptuel très audacieux. C'est génial là haut. Voilà. Donc effectivement, ça utilise du bois et de la matière grise, donc c'est de la ressource renouvelable. Voilà. Mais je pense pas que c'est de ça qu'il parle quand il parle du développement de ce, enfin quand il sur le plan logique, oui, mais enfin, je trouve que là, il redevient un peu flou et pour moi, c'est pas. Voilà, enfin, je suis pas. Alors, il nous dit qu'il n'y a pas de lien automatique. Bon. Le développement, c'est l'innovation. L'innovation peut être une innovation dans les méthodes de travail. Bon. Une innovation, c'est pas forcément utiliser des ressources naturelles finies. C'est-à-dire qu'il peut y avoir utilisation des ressources naturelles finies à un certain niveau, hein, et puis ensuite ne pas continuer à utiliser des ressources naturelles finies, et l'innovation pouvant porter essentiellement sur des méthodes de travail, de l'amélioration, disons, de l'efficacité de l'effort. Bon. Et à la limite, on peut imaginer qu'il n'y ait pas augmentation, parce que la croissance, c'est l'augmentation de la prédation. Sans prédation du tout de ressources naturelles finies, on en est à, disons, le chasseur-pêcheur-cueilleur. Donc, si on considère que en dehors du système chasseur-pêcheur-cueilleur, rien n'est acceptable, bon, alors à ce moment-là, on est dans un autre paradigme. Bon. Donc, encore une fois, la croissance, développement et croissance, c'est augmentation d'une année sur l'autre du PIB, mais lui, il nous dit que la question, justement, donc il y a deux choses. Il y a cette espèce de non-consubstantialité automatique entre développement et croissance. Et puis, la deuxième idée qu'il y a là-dedans, c'est
ne faut pas mesurer la croissance avec le PIB, il faut mesurer la croissance avec le taux de prédation des ressources naturelles finies. Et la croissance, c'est une augmentation du taux. C'est-à-dire que si, d'une année sur l'autre, je n'utilise pas plus de ressources naturelles finies, il n'y a pas de croissance. Donc si je reste à mon même taux de prédation des ressources naturelles finies d'une année sur l'autre, il n'y a pas de croissance. Et si j'augmente par contre le développement, parce que j'aime, disons que les savoir-faire, les artefacts, l'organisation scientifique du travail, bon, s'améliore, je peux avoir, bon, ça c'est extrêmement théorique, mais en tout cas, ça ouvre peut-être une fenêtre, justement, je pense que ça ouvre justement une fenêtre vers une société qu'on pourrait appeler techno-artisanale, en tout cas qui s'en tiendrait à ne pas arrêter, à ne pas utiliser plus de... Parce que de toute façon, on ne peut pas utiliser moins, ce qui a déjà été utilisé, c'est utilisé. Hein. Bon, mais qui s'en tiendrait à ne pas utiliser plus de ressources naturelles finies et qui concentrerait son innovation sur, disons, des dispositifs qui ne soient pas des dispositifs utilisant de la matière finie. C'est ça qu'il veut dire. Et donc le deuxième point, là, c'est mesurer en... bon, il s'adresse là aux environnementalistes qui parlent de... Bon, qui luttent contre la croissance, PIB, tout ça. Et il dit, regardez plutôt... Il leur dit, regardez plutôt le taux d'extraction. Alors, on va prendre voilà, le cuivre, le zinc, l'antimoine, bon, parlez de ça. Et il dit avec la pollution, parce que qui en général, c'est que d'une part, on va mesurer la quantité extraite. Est-ce qu'on en extrait plus cette année que l'année prochaine? Parce qu'on augmente la croissance en augmentant la quantité de prédation. Et il nous a déjà expliqué, et nous savons, que toute utilisation de matière génère de la pollution. Donc on a une augmentation des externalités négatives. Mais on a une augmentation des externalités négatives contre lesquelles luttent les environnementalistes, parce qu'on a augmentation de la prédation des matières. Et le grand leurre, justement, et là on revient sur notre critique, enfin, je dirais ma critique de la démarche environnementaliste, c'est que la démarche environnementaliste, c'est je vais limiter, je vais empêcher, je vais essayer de faire en sorte de m'arranger avec la pollution. Mais la pollution, elle est générée par l'utilisation des ressources naturelles finies. Donc, plutôt que de traiter le symptôme, c'est-à-dire j'ai mal à la tête parce que j'ai une maladie, au lieu de traiter mon mal de tête par un antalgique, j'essaye de traiter la cause de la maladie. Et c'est ce que ne font pas les environnementalistes. Alors ce qui est intéressant, c'est le mouvement anti-extractiviste qui existe et qui est extrêmement peu connu, peu médiatisé, et qui est le seul mouvement à connaissance qui va à la source du problème. Il s'oppose, de ce fait, à... bon, alors, disons, l'anti-extractivisme, c'est pas séduisant, c'est pas rock'n'roll, on va pas faire une marche anti-extractiviste, alors qu'on va faire une marche contre la pollution, contre les changements climatiques. Donc la lutte contre la pollution, contre les externalités négatives est beaucoup plus séduisante, beaucoup plus médiatique que la lutte contre le fait générateur. Et c'est ce que nous dit Roegen là dans ce paragraphe, en parlant des environnementalistes. En disant, en fait, la véritable défense de l'environnement, là on n'en parle même pas de la décroissance,
la défense de l'environnement, doit être centrée sur le taux global d'épuisement des ressources et sur le taux de pollution qui en découle. Ensuite, il se répète. Alors ensuite, dans ce chapitre, simplement, bon, il parle de rapport Meadows. Bon, en 71, le rapport Meadows venait de sortir. Bon, il fait une historique de la controverse autour du rapport Meadows. Donc c'est intéressant, mais très, très pointu, quoi. Il reparle de Solow, qui a attaqué le rapport Meadows en disant que avec le système des prix, on allait tout régler. Voilà, bon, ça on l'a déjà vu X fois. Et aussi au fait qu'on avait assimilé à l'époque, enfin bon, les critiques. Il parle des glissements, des modes de calcul, c'est intéressant, mais c'est effectivement très technique. Oui, oui, oui. Et puis il termine en parlant de la polémique, puisque le chapitre s'appelle Mythe, polémique et sophisme. La polémique autour du rapport Meadows, qui a été caricaturé un petit peu comme devant être la fin de l'humanité. C'est bon, c'est la fin du monde, quoi. Bon, les limites de la croissance, c'est la fin du monde. Voilà, parle de ça.